RCF en Drôme et en Ardèche avec Vincent Guigon. Et peut-être êtes-vous un petit peu en retard pour faire vos cadeaux de Noël. Eh bien, j'aurais un conseil à vous donner. Aujourd'hui, vous pouvez acheter local, puisque l'auteur l'est en tout cas. On va parler de Galaessia, le tout dernier ouvrage de Frédéric Gobert. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je rappelle aux auditeurs que vous êtes enseignant à Privas et également auteur. Vous êtes déjà venu plusieurs fois dans ces studios présenter différents ouvrages. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. On va évoquer un roman d'aventure et d'anticipation paru aux éditions Les Impliqués il y a peu. Ce sera tout à l'heure, dans une deuxième partie, qu'on va rentrer vraiment dans le détail de cet ouvrage, autant sur le fond que sur la forme. Mais dans une première partie, Frédéric, je tenais déjà à vous remercier d'être avec nous et surtout à vous poser un petit peu quelques questions sur votre processus d'écriture. Ça vous a pris jeune, l'envie d'écrire, cette passion pour de coucher les mots sur le papier, d'en faire des ouvrages? À l'adolescence, comme souvent, les personnes qui écrivent avec des poèmes. Et puis ensuite, j'ai continué et c'est suite à une nécessité intérieure, en fait, que je me mets à écrire. Il y a le côté exutoire, le côté... En fait, ça vient et lorsque je me mets à écrire, je ne sais pas vraiment ce qui va venir. Je sais à peu près. Pour une part, c'est en partie maîtrisé quant au thème ou quant au sujet. Mais après, ce qui sort, c'est souvent, ça me surprend moi-même, souvent, aussi étonnant que ça puisse paraître. C'est pas trop calculé, vous vous dites pas, tiens, par exemple, au mois de mars prochain, je vais démarrer un nouveau roman ou je vais travailler sur tel ou tel sujet? Non, Jack London écrivait 1000 mots par jour. Non, moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Ça peut être, un moment où vous avez envie d'écrire et puis l'idée, le sujet vient comme ça. Ça monte, en fait. Je sens que ça monte, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois. Et quand ça commence à sortir, j'ai besoin d'avoir ce temps d'écriture pour que ça vienne et ça se construit sous mes yeux. Quand la coupe est pleine, finalement. Voilà, et sous mes propres yeux, ça prend forme. Ça doit vous émerveiller. Des fois, vous devez même vous surprendre vous-même, non? Oui, ça me surprend d'autant plus que des fois, une semaine après, même des fois, ou 3 mois après, je me relis et je ne me souviens pas avoir écrit ça. D'accord, donc il y a un côté un petit peu, le mot est peut-être un peu fort, mais un côté un peu trans. Il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. Ouais. Alors là, pour le coup, on va parler tout à l'heure de ce roman d'aventure. Vous étiez déjà venu dans ces studios à la fois pour vos essais liés au système éducatif français et des romans jeunesse également, avec un message derrière le fond de ces romans. Le processus de création, j'imagine, est assez différent quand on passe sur un roman d'aventure à destination des adultes, un roman jeunesse ou un essai. Alors autant que c'est surprenant, mais moi-même je suis surpris. Mais en fait le processus est le même. Donc que ce soit un roman jeunesse, les romans jeunesse, je me suis mis à écrire. Là c'est un petit peu différent pour les romans jeunesse. J'ai pris un certain nombre de jours tout seul et j'écrivais tout le temps, du matin au soir. Et pendant quelques jours j'écrivais et au bout de quelques jours, c'était terminé. Donc après je les ai réécrits. Pour les essais sur le système éducatif, ça a été une poussée intérieure très très forte, vraiment une nécessité puissante. Et j'ai écrit pendant plusieurs mois, alors même que j'avais une vie personnelle et un travail par ailleurs. Donc ça prenait sur la journée, sur la nuit. Et pendant un certain nombre de mois, j'ai écrit. Et c'est pareil, quand ça sortait, ça prenait une forme à laquelle je ne m'attendais pas non plus. Donc c'est aussi étonnant que ça puisse paraître pour moi-même aussi. Et ensuite, au niveau de la bibliographie, de tous les travaux de recherche que vous faites à côté, vous avez beaucoup de méthodes? Alors en fait, j'ai déjà plusieurs mémoires, j'ai une thèse aussi, donc j'avais l'habitude de la recherche et j'ai pu bénéficier de tous ces antécédents pour être particulièrement efficace et travailler de manière assez rapide, étant donné que en même temps j'avais un travail, une vie de famille. La méthode finalement est la même à chaque fois. Alors le processus intérieur est le même, mais après évidemment la méthode pour rédiger un essai, construire un essai ou un roman, non, c'est différent. Forcément, on fait beaucoup plus de recherches, j'imagine, pour un essai où on doit justifier. Voilà, il y a eu beaucoup de lectures, beaucoup de lectures. Et vous êtes imprégné, alors que pour un roman jeunesse, vous êtes un petit peu plus libre. Voilà, c'est ça. Il y a moins de recherche. On verra pour ce roman d'anticipation et d'aventure qu'est Galaessia, les recherches que vous avez pu effectuer. Pour revenir à ces précédents ouvrages, ils ont été accueillis plutôt positivement. Alors, je n'ai pas tant d'échos que ça, mais parmi les échos que j'ai, ils sont plutôt positifs, aussi bien pour les romans jeunesse qui sont plutôt appréciés. En tout cas, les échos que j'ai sont plutôt positifs de la part des enfants. La plupart des lecteurs, c'est entre à partir du CM1 jusqu'au collège, donc c'était plutôt agréable d'avoir ces retours-là. Et d'autant que c'est un public avec lequel vous travaillez au quotidien. Voilà, en plus, je rencontre des enfants lors des salons ou bien au collège où je travaille, effectivement.
Les essais liés au système éducatif sont un petit peu plus pointus, donc ça réduit déjà les lecteurs potentiels. Voilà, ils sont plus pointus, c'est plutôt pour les adultes quand même, mais il y en a de tailles différentes et de degrés de complexité aussi différents. Du coup, on peut choisir ce qui nous convient. Il y a en tout une 60aine de chapitres sur 4 livres, donc on peut choisir les chapitres qui nous intéressent et qui sont plus ou moins approfondis pour s'adapter aussi au lectorat. Dans votre processus, dans vos travaux d'écriture, on a l'impression, notamment avec ces romans d'aventure, donc il y a Galaessia et puis il y a le premier Bas Occident, Civilisation nucléaire, on a l'impression que ça répond à un besoin chez vous d'exprimer une urgence ou en tout cas de tirer quelques sonnettes d'alarme. Il y a un côté engagé. Oui, ce sont des romans engagés. Effectivement, les romans jeunesse sont engagés, les essais sur le système éducatif sont engagés et les romans d'anticipation sont engagés aussi. Et de manière assez classique, un auteur d'anticipation ou de science-fiction est là pour parler du présent en fait. Voilà, il situe son roman dans l'avenir, mais c'est pour mieux parler du présent et tenter de prévenir ce qui risque d'arriver pour que ça n'arrive pas. Et effectivement, et donc de ce point de vue-là, mon roman d'anticipation se situe tout à fait dans cette lignée. Cet engagement, on peut dire qu'il fait partie des moteurs qui vous amènent à écrire. Oui. Ouais, oui. Clairement. Voilà. Pour la suite, alors, il y a d'autres essais que vous envisagez, d'autres romans jeunesse, ou vous allez rester un petit peu dans cette thématique des romans d'anticipation? Non, alors pas du tout. Là, je suis en train de terminer. Je suis en train de relire en fait un texte qui va bientôt être terminé, qui n'a rien à voir avec ces différents textes. Là, c'est un texte ou un roman beaucoup plus introspectif et beaucoup plus existentiel, avec le parcours d'un personnage un petit peu comme dans Bas Occident, qui commençait par quelqu'un qui se coupait du monde et qui venait en Ardèche d'ailleurs dans un tout petit hameau pour se couper du monde pour des raisons que je ne révèle pas pour ceux qui voudraient lire le livre. Eh bien là, c'est quelqu'un aussi qui petit à petit se coupe de tout, mais dans un autre contexte et pour d'autres raisons. Du coup, ça revient, cette idée de la bulle, de oui. gens coupés du monde. Voilà, il y a toujours à la fois la dimension personnelle, existentielle, de parcours personnel et aussi dans Galaessia familiale, avec les relations père-fils, père-fille, on y reviendra tout à l'heure, et aussi toujours ancré dans une réalité en crise. Eh bien, on va détailler justement Galaessia, ce très bel ouvrage qui est passionnant. Une fois qu'on a commencé, finalement, on a du mal à en sortir et c'est ce qui fait la force en général d'un roman. On en parle dans une deuxième partie. On marque tout de suite une petite pause musicale. À tout de suite, Frédéric. Merci. Dans le futur, on a des projets, c'est sûr. De voyages, de virages, sauter par-dessus les murs. Mais le futur dur d'y mettre la main sur. Moi tout me semble possible. Je sais bien que c'est impossible. On y met des mots, on envoie des idéaux. On laisse faire les sphères en verre et les jeux de tarot. On peut tout imaginer, essayer de deviner. On s'invente des comptines sur les lignes qui se dessinent. On croit au hasard. On verra demain dans nos longues vues. On voit pas très bien, c'est le futur, fur et à mesure qui s'étend. Dans nos jumelles, on voit l'étoile et gratte-ciel. Ça inspire, ça nous attire, mais qu'est-ce qui nous appelle? Dans le futur, grimper la tour de Babel. Envoyez-nous des échelles. Donnez-nous de vos nouvelles. On attend de voir. On verra demain dans nos longues vues. On voit pas très bien, c'est le futur, fur et à mesure qui s'étend. Allez viens, reporte à demain ce qu'on avait prévu, naïf enfantin. C'est le futur, fur et à mesure qui s'étend. On est des millions d'impatients.
Ben Ricourt sur RCF pour cette petite pause musicale. Et le futur, on y était avec ce titre qui s'appelle Dans le futur. On y retourne avec notre invité. RCF en Drôme et en Ardèche, Vincent Guigon. Toujours en compagnie de Frédéric Gobert. Merci Frédéric pour votre Merci patience pendant cette petite pause musicale. Alors on a découvert un petit peu, parce qu'on pourrait, pour découvrir l'auteur et l'homme, il nous faudrait bien plus de temps, mais dans une première partie on a découvert un petit peu pourquoi et comment vous écrivez. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Galaïcia, donc c'est le roman qui vous amène dans nos studios aujourd'hui, un roman d'aventure et d'anticipation à la fois. C'est paru aux éditions Les Impliqués et donc c'est un petit peu la suite de votre précédent roman d'aventure, Bas Occident, civilisation nucléaire. On peut le dire, c'est la suite de votre réflexion. Oui, voilà, c'est la suite. On peut lire ce roman complètement indépendamment de Bas Occident, civilisation nucléaire dernières années, qui est apparu en 2011. Et chez un éditeur d'ailleurs qui n'existe plus, donc difficile à trouver. Mais on peut lire Galaïcia tout à fait indépendamment, donc il n'y a pas de souci, on comprend. Et ce n'est pas une suite comme dans une série où on est obligé de lire le premier volume, quoi. Et je confirme, n'ayant pas lu le premier, je confirme totalement. Alors, Galaïcia, est-ce que vous pouvez nous pitcher un petit peu le roman sans trop en dire, parce que il faut pas aller trop loin pour oui, pour c'est nos ça, auditeurs. c'est difficile. Je dirais que c'est un roman qui se situe en 2140, donc bien loin de nous, et ça permet d'imaginer un futur non pas trop proche, comme dans Bas Occident qui se situe en 2040, mais dans plus d'un siècle, ce qui permet aussi de se projeter un peu plus dans l'avenir, à la fois au niveau de la dystopie, d'un monde qui serait post-apocalyptique, après des catastrophes de toute nature, et en même temps d'ancrer cela dans un parcours familial avec des relations entre un père et son fils, entre un père et sa fille, entre le grand-père et ses enfants, son gendre. Il y a quelque chose d'une sorte de thriller familial, de découverte de soi aussi bien quand on est adolescent que quand on a 50 ans. Et les parcours de découverte de soi n'ont pas d'âge, dont le roman essaie de montrer ça et quelle forme ça peut prendre. Et tout ça ancré dans un monde qui pose différents problèmes, à la fois géopolitiques, sociaux, politiques, culturels, environnementaux et aussi au niveau de l'architecture qui est centrale dans le roman. Justement, quelles sont les difficultés pour écrire un roman d'anticipation tel que celui-ci ? Comment vous êtes arrivé à trouver le juste milieu entre aventure et anticipation ? Bon, alors là, je répondrai comme tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, je l'écris comme cela me vient, et donc il y a une part d'inspiration, je sais pas quel mot mettre en fait, mais qui m'amène à découvrir le roman en train de se construire au fur et à mesure que je l'écris. Alors il y a certes une phase de relecture derrière, mais la première phase, ce qu'on appelle le premier jet, est déjà très conséquent en termes de construction. Donc je n'ai pas de recette à donner à ce niveau-là, si ce n'est que ça prend corps parce qu'il y a aussi un certain contenu, des lectures aussi qui sont faites, des préoccupations qui sont les miennes et qui fusionnent, qui prennent corps pour donner à ce roman. Justement, vous l'avez un petit peu dit déjà, mais ce qui frappe à la lecture de ce roman, c'est que c'est complet. On pourrait, sur un roman un petit peu dystopique comme celui-ci, on pourrait être vraiment sur des choses très terre à terre, politiques, etc. Elles y sont, mais à côté de ça, les personnages sont complexes, leurs relations aussi. Vous avez vraiment travaillé la Bible de chaque personnage pour arriver à cette profondeur. Vous avez passé combien de temps ? Alors, je ne me souviens plus, un certain nombre de mois lorsque je l'ai écrit. En fait, effectivement, il y a à la fois cette dimension relationnelle entre les personnages, dans la famille, mais aussi entre les différents types de personnages. Mais ça met en jeu aussi la question, par exemple, aussi différente que la question de la répartition des centres de pouvoir dans le monde. Voilà, par exemple, dans 100 ans, qu'est-ce que ce sera ? Et j'ai essayé d'imaginer ce qu'on n'imagine pas, parce qu'on pense aujourd'hui toujours aux États-Unis ou à la Chine. Et ce sont toujours un peu les mêmes questions qui se posent. J'ai essayé de décentrer la chose pour imaginer ce qu'il pourrait en être autrement, en fonction d'autres paramètres. Aussi en posant une question par rapport à la question d'Israël, qui est une question complexe, que j'ai essayé d'aborder en imaginant ce qui pourrait se passer. Ça pourra sans doute paraître invraisemblable à certains, et en fait, quand on connaît un peu le sujet, eh bien, malheureusement, ce n'est pas invraisemblable, même si c'est complètement
affreux en fait, ou d'autres éléments comme la question de Dubaï qui fascine énormément les adolescents par exemple et bien d'autres, et d'imaginer Dubaï dans 100 ans avec là aussi des éléments inattendus. C'est le moins qu'on puisse dire, et c'est vrai qu'on est surpris à la lecture de cet ouvrage. C'est très dystopique, c'est quand même porteur d'espoir sur l'humanité finalement. Alors, il y a effectivement quelques éléments d'espoir, mais qui sont assez minces. Il y a une part assez sombre de chez moi qui m'amène à avoir du mal à imaginer comment ça pourrait s'améliorer lorsque par exemple on voit aussi comment ça se passe aujourd'hui par rapport au nucléaire, voilà, avec ce que l'on a vu à Fukushima, et au lieu de réagir de manière beaucoup plus drastique, on continue à aller dans le sens du nucléaire, ce qui est une fuite en avant. Voilà, je ne sais pas si les gens savent qu'il suffirait d'une seule catastrophe nucléaire dans la vallée du Rhône pour que la France fasse faillite, quoi. Voilà, je pense qu'on peut résumer la chose comme ça. Ça, c'est que sur le côté économique, sur le côté humain. Ah, mais je ne parle que du côté économique parce que c'est malheureusement ce qui touche les politiques ou les économistes, donc ou les grands chefs d'entreprise. Et donc, si on parle uniquement de ce point de vue-là, eh bien, clairement, la vallée du Rhône touchée et irradiée pour longtemps, c'est la France qui fait faillite purement et simplement, avec toutes les catastrophes qui vont derrière. Et ça, c'est quelque chose dont on n'entend jamais parler. Alors, c'est un roman d'anticipation. Finalement, quand on le resitue, c'est certes assez noir, assez pessimiste à bien des égards, et pourtant ça pourrait très très bien, hélas, arriver. La plupart des événements que vous citez dans ce livre. Ouais. Et puis les sociétés, comme elles sont, comme vous les imaginez en 2140. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, on est vraiment figé sur un modèle fédérateur avec des États très centralisés et énormes. Vous citiez tout à l'heure les États-Unis, la Chine. On est plus sur cet exemple-là. C'est pas du tout le cas dans Galaxia. Voilà, c'est ça. C'est imaginer un monde tel qu'il peut se produire. Évidemment, à partir du moment où on imagine un monde 100 ans plus tard, les variantes sont nombreuses. Mais là, c'est en imaginer un qui n'est pas du tout sur notre modèle, en fonction de paramètres qui sont ceux d'une destruction, par exemple, des États, en fonction de critères à la fois démographiques, à la fois des épidémies. Voilà, comme j'en ai déjà parlé dans l'un des romans jeunesse. Il y a à Lyon un centre avec tous les virus les plus mortels de la planète. Il suffit de le faire sauter et avec un peu de vent, on décime une bonne partie de l'Europe. Voilà, des choses comme ça qui sont des sortes d'aberrations, mais voilà, dans lesquelles on vit comme si de rien n'était. Et donc voilà, vous êtes parti de tout cela. Du coup, quand j'ai refermé l'ouvrage, je me suis dit, tiens, peut-être que Frédéric Gobert a peur quand même du futur. Peur, je sais pas quel terme mettre, sans doute qu'il y a de la peur. Et puis aussi une manière de faire un chemin personnel pour essayer de vivre avec à la fois la conscience de la peur et en même temps ce que la vie peut apporter d'heureux et qu'on a tendance à ne pas voir quand on se focalise sur tout ce qui est négatif. Voilà, parce qu'avec tout ce que j'ai dit, on pourrait se dire que je ne vois que ça. Et effectivement, en fait, il n'y a pas que ça du tout dans le monde, dans les hommes. Dans les relations entre les hommes. On retrouve ça quand même dans le roman aussi, il y a quand même des personnages qui sont porteurs d'espoir. Voilà, il y a des personnages effectivement qui sont porteurs d'espoir, qui luttent, et certains qui vont lutter d'une certaine manière plus humaine, d'autres qui vont lutter de manière plus militante et plus proche de ce qui pourrait s'appeler aujourd'hui le terrorisme. Quelle forme, voilà, en fait, ça pose différentes questions. Quelle forme doit-on prendre? La lutte doit-elle prendre cette période des Gilets jaunes, la question se pose. C'est ce que j'allais vous demander. En cette période de mouvements sociaux, de revendications citoyennes, ça vous inspire? Comment vous le ressentez? Puisque c'est quand même un thème qui revient souvent. Et moi, ça peut être lié avec votre travail d'auteur. Disons que si on veut parler un peu des Gilets jaunes, moi je lis, je fais comme tout le monde, j'écoute la radio, je lis beaucoup de choses sur la question, et je suis frappé de voir que je n'ai jamais entendu quelqu'un dire ce que je vais dire maintenant, c'est-à-dire que les choses qu'ont lâché le gouvernement, ce que le gouvernement a accepté de donner, il a accepté de le donner suite à tout ce qu'ont fait ceux qui ont été appelés les casseurs. Loin de moi l'idée de faire l'apologie des casseurs, de ceux qui sont appelés comme ça, mais en tout cas, le fait est, c'est un fait, que c'est parce qu'il y a eu des voitures incendiées, des pillages, etc., que le gouvernement a lâché des choses. Et tout historien des périodes de révolution ou de révolte sait bien, j'ai lu encore un article aujourd'hui là-dessus,
que c'est suite à des mouvements violents de ce type-là que il y a des choses qui bougent. Et ce fait-là, je l'ai jamais entendu, comme s'il fallait surtout le taire. Donc moi, je suis pas là pour dire que c'est bien ou pas bien. C'est un fait. C'est ce qui a fait avancer, selon vous, et voilà, donc le gouvernement ou avancer le mouvement. Voilà, d'où le terme casseur qui me pose problème, parce que dans une autre perspective, ou dans une perspective historique, on pourrait les appeler autrement. C'est une colère à exprimer ainsi, en tout cas, et bien sûr, on peut pas cautionner, mais force est de constater, comme vous le dites, que ça a pu aider, en tout cas, à la décision. Alors, c'est un sujet duquel on pourrait débattre longuement, sans forcément ni être sûr de nous, ni avoir vraiment des éléments pour faire avancer le débat. En tout cas, on peut vous rencontrer et on peut parler avec vous lors des rencontres dédicaces, Frédéric Gobert, de tous ces sujets d'actualité ou même plus fictifs, ceux que vous avez écrits notamment dans ce roman. Au Salon des auteurs ardéchois, ce sera le 9 février, c'est ça ? Auteuil, voilà. Auteuil. Le 9 février, Auteuil, au Salon des auteurs ardéchois, dont on pourra trouver sur Internet le lieu précis. Et puis, si on a la place à l'antenne, vous reviendrez juste avant pour nous en parler un petit peu. Tout à fait, et peut-être bien volontiers. Vous aurez pendu un nouvel ouvrage d'ici là. En tout cas, Frédéric Gobert, je rappelle aux auditeurs que vous êtes enseignant à Privas, que vous êtes également auteur et que vous étiez avec nous, entre autres, aujourd'hui pour nous parler de Galaessia, un très beau roman d'anticipation et d'aventure qui est paru aux éditions Les Impliqués, qui est disponible partout. Il suffit de demander à son libraire si jamais il l'a pas. Voilà, librairie La Fontaine par exemple, ou à Culture U. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt. Au revoir.